Elle était la fille unique d'un milliardaire, né aveugle. Les médecins lui donnaient à peine 3 mois à vivre. Son père avait tout tenté, des traitements onéreux, des cliniques privées, des médicaments importés. Rien n'y faisait. Tous avaient abandonné l'espoir, jusqu'à ce qu'un jour, un jeune garçon démuni, le fils du concierge, remarque quelque chose que personne d'autre n'avait décelé. Il n'était pas médecin. Il n'avait pas d'argent. Mais ce qu'il a découvert allait tout changer. Ce qu'il a fait, avec un simple chiffon et un seau d'eau, a mis au jour une vérité qui a choqué tout un pays. Armand Delval se tenait immobile devant la chambre d'hôpital, les mains dans les poches, observant les médecins s'affairer à l'intérieur avec une urgence discrète. Sa fille, Léa, venait d'avoir 12 ans, et on lui annonçait maintenant qu'elle n'atteindrait pas ses 13 ans. Depuis le jour de sa naissance, aveugle, la vie avait été une boucle constante d'hôpitaux, de thérapies et de bilans médicaux. Armand avait toujours cru que l'argent pouvait tout réparer. Il avait tout essayé, des spécialistes d'Europe, des traitements expérimentaux d'Asie, des vitamines quotidiennes acheminées de Suisse. Il avait déjà perdu sa femme. Et maintenant, l'idée de perdre Léa lui semblait être une cruelle ruse du destin. Chaque résultat de test ne faisait que confirmer le pire. Sa condition était rare, incurable et progressait rapidement. Les médecins disaient maintenant qu'il ne lui restait que 3 mois. C'était tout. Armand, qui avait l'habitude de prendre la parole lors de conférences d'affaires et de gérer des transactions de plusieurs milliards, se sentait désormais complètement impuissant face à quelque chose qu'il ne pouvait ni négocier ni retarder. Sa vie, autrefois pleine de projets et de confiance, s'était réduite à un couloir d'hôpital et à un compte à rebours. À l'intérieur des murs soigneusement conçus de leur luxueuse demeure, la vie de Léa était planifiée à la minute près. Des infirmières surveillaient son sommeil. Des soignants administraient les médicaments à temps, et rien n'était laissé au hasard. Sa chambre, bien que remplie de jouets et de livres, ressemblait plus à une clinique qu'à un lieu pour un enfant. Léa était intelligente, curieuse, et malgré sa cécité, elle avait un incroyable sens de l'humour. Elle aimait poser des questions sur des choses qu'elle ne pouvait pas voir, faisant souvent des blagues qui surprenaient les adultes autour d'elle. Mais même sa gaieté ne pouvait effacer les routines. Elle devait prendre des gouttes pour les yeux même si elle ne voyait pas. Elle avait des pilules programmées toutes les quelques heures. Les repas étaient soigneusement mesurés et enregistrés. Ses journées commençaient et se terminaient avec quelqu'un lui rappelant l'heure, ce qui allait suivre, et ce qu'elle pouvait ou ne pouvait pas faire. Elle ne se plaignait pas. Elle n'avait jamais connu d'autre genre de vie. Tout le monde autour d'elle la traitait comme si elle pouvait se briser à tout moment, et à leurs yeux, elle était déjà à moitié partie. Armand passait rarement beaucoup de temps à la maison. Il avait des réunions, des propriétés et une entreprise à gérer. La plupart de ses interactions avec Léa se faisaient par des appels téléphoniques, de courtes visites ou des instructions transmises au personnel. Il croyait les médecins. Il lui montrait des scanners et des rapports. Ils utilisaient des mots compliqués. Il lui disait que c'était terminal. Il l'acceptait. Après tout, il avait fait confiance aux experts toute sa vie. S'il disait qu'elle avait 3 mois, alors elle avait 3 mois. Il les payait bien et attendait des réponses honnêtes. Mais il ne remarquait jamais les petites choses. La façon dont Léa restait silencieuse de longs moments à écouter. La façon dont ses expressions changeaient lorsque certaines personnes entraient dans la pièce. La façon dont elle hésitait parfois avant de prendre ses médicaments, presque comme si elle était incertaine. Armand ne remettait pas en question ces moments. Il ne les voyait pas. Il était trop concentré sur le fait de la sauver avec des solutions qui avaient un prix, pensant que c'était le seul chemin vers l'espoir. Pour lui, être un bon père signifiait maintenant maintenir la machine en marche. L'école de Léa était aussi une extension de ce monde contrôlé. C'était une académie privée pour enfants ayant des besoins spéciaux, construite avec la meilleure technologie et le personnel que l'argent pouvait acheter. Chaque pièce avait des capteurs et un éclairage doux, et chaque couloir avait des gens prêts à aider. Léa avait une aide personnelle et un horaire strict. De l'extérieur, cela ressemblait à l'endroit parfait pour une enfant aveugle atteinte d'une maladie terminale. Mais à l'intérieur, Léa se sentait souvent déconnectée. Les professeurs parlaient doucement, mais n'écoutaient jamais profondément. Ses camarades de classe étaient polis, mais rarement proches. Son temps à l'école était principalement rempli de routines, de musicothérapie, de sessions de lecture, de promenades dans le jardin clos. Tout était sûr, prévisible et excessivement supervisé.
Il n'y avait pas de place pour le mystère, le plaisir ou les aventures inattendues. Même les amitiés étaient surveillées. Chaque interaction sociale était observée, évaluée, si nécessaire, doucement interrompue. Léa n'était pas encouragée à explorer. On s'attendait à ce qu'elle suive. Tout le monde pensait l'aider, mais en réalité, il construisait des murs autour d'elle. Pourtant, quelque chose d'inhabituel se produisait que personne parmi les adultes ne remarquait. Un garçon avait commencé à apparaître à l'école, non officiellement inscrit, non répertorié dans les dossiers du personnel. Il était toujours là, toujours à proximité, mais personne ne lui parlait jamais. Aucun professeur ne prononçait son nom. Aucun parent ne semblait le remarquer. Il était autour de Léa, l'observant souvent de loin. Il n'interférait pas. Il observait simplement. Il voyait les petites choses. Le moment où Léa laissait tomber une pilule sous la table et ne disait rien. La façon dont elle inclinait la tête quand les gens entraient, comme si elle reconnaissait quelqu'un par leur silence. Le garçon était patient. Il ne disait jamais un mot, mais prêtait toujours attention. Au fil du temps, il commença à réaliser que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement la tristesse ou les routines strictes. C'était plus profond. La maladie de Léa ne correspondait pas à son comportement. Il y avait des moments où elle semblait plus forte, plus lucide, presque complètement consciente de choses que personne d'autre ne pensait qu'elle pouvait comprendre. Le garçon commençait à voir les fissures dans l'histoire. Il commença à remarquer des schémas que les adultes ne voyaient pas. Il vit que l'état de Léa semblait s'aggraver seulement après certaines visites ou traitements. Il remarqua comment le personnel suivait toujours les protocoles, mais évitait les questions. Il regarda Léa faire semblant d'être plus faible certains jours que d'autres. Quelque chose ne collait pas. Le garçon garda ses distances, mais commença à noter des choses. Heure, date, expression des gens. Il regarda Armand rendre visite, toujours vêtu de costumes coûteux, ne restant toujours que quelques minutes. Il vit Léa sourire à son père, mais ne jamais montrer d'émotion après son départ. Lentement, il commença à comprendre que Léa n'était pas seulement malade. Elle était piégée dans un système construit sur des suppositions, des routines et la peur. Et peut-être, juste peut-être, la vérité n'était pas ce que les médecins avaient prétendu. Le garçon ne savait pas encore ce qu'il ferait, mais il était sûr d'une chose. Léa avait besoin de quelqu'un qui la voyait vraiment. Alors qu'il se tenait silencieusement près du jardin cet après-midi-là, inaperçu de tous, il fit un choix, continuer à observer et à apprendre parce qu'il voyait ce que personne d'autre ne voyait. Kael était habitué à être invisible. À seulement 11 ans, il savait déjà comment se déplacer dans les couloirs de l'école coûteuse sans être remarqué. Ses vêtements étaient vieux et un peu trop petits, montrant toujours des signes d'usure. Ses chaussures étaient déchirées à l'avant, et le cahier qu'il portait était rempli de pages réutilisées, certaines écrites 2 ou 3 fois. La plupart des enfants riches l'ignoraient. Les rares qui faisaient attention ne le faisaient que pour murmurer des méchancetés ou se moquer de lui dans son dos. Il ne répondait jamais. Il continuait simplement de marcher, de regarder. Sa mère était la concierge de l'école, et il restait après les heures avec elle tous les jours. Pendant qu'elle nettoyait les salles de classe et frottait les sols, Kael s'asseyait à proximité, faisant parfois ses devoirs, d'autres fois écoutant simplement. Il avait beaucoup appris de cette façon en restant silencieux et attentif. Et dans ce silence, il commença à remarquer des choses que personne d'autre ne voyait, surtout à propos de Léa, la fille aveugle dont tout le monde disait qu'elle allait mourir. Il avait vu Léa de nombreuses fois. Elle n'agissait pas comme les autres. Alors que la plupart des élèves marchaient bruyamment dans l'école, Léa était toujours immobile, écoutant. Kael remarqua comment elle se déplaçait prudemment, guidée par les adultes autour d'elle. Elle avait une routine, prenant toujours les mêmes médicaments à la même heure. Sa soignante était toujours là, toujours stricte. Kael prêtait une attention particulière, surtout lorsque l'infirmière ou les médecins parlaient doucement près d'elle. Il ne comprenait pas tout, mais il saisissait des mots comme dégénérative et 3 mois. Il remarqua également que Léa prenait toujours des gouttes oculaires spéciales avant que ses maux de tête ne s'aggravent. Cela se produisait presque comme une horloge. Elle prenait les gouttes et peu de temps après, elle tenait sa tête et restait silencieuse, clairement en douleur. Kael vit aussi la façon dont elle se touchait parfois les yeux, comme s'ils brûlaient. Mais ce qui attira le plus son attention fut son expression. Il y avait quelque chose sur son visage qui ne correspondait pas à ce que les adultes disaient.
Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui mourait. Elle avait l'air piégée. Un après-midi, tandis que sa mère nettoyait l'un des couloirs près du jardin, Kael s'assit près d'une fenêtre, son cahier sur les genoux. Il vit Léa assise sur un banc juste devant la salle de classe. Elle était seule, sa soignante partie un instant. Ses mains étaient jointes sur ses genoux et sa tête était inclinée en arrière, comme si elle était fatiguée. Son visage semblait encore plus pâle que d'habitude, et ses yeux, bien qu'aveugles, semblaient irrités. Elle clignait et les frottait doucement. Kael sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Il ne savait pas pourquoi, mais il ne pouvait pas rester assis là. Il regarda le chariot de nettoyage que sa mère avait laissé à proximité. Sur celui-ci, un seau bleu rempli d'eau chaude savonneuse, fraîchement changé. Une pile de chiffons propres était pliée à côté. Kael jeta un coup d'œil autour de lui. Personne d'autre n'était là. Son cœur commença à battre plus vite. Il ne pensa pas aux règles ni à ce qui pourrait mal tourner. Il se leva simplement, saisit un des chiffons, le trempa dans l'eau et se dirigea lentement vers Léa. Il l'approcha tranquillement, incertain de ce qu'il faisait même. Léa ne l'entendit pas au début. Elle respirait lentement, ses mains toujours sur ses genoux. Kael ne parla pas. Il ne voulait pas l'effrayer. Doucement, il souleva le chiffon et l'approcha de son visage. Lorsque le chiffon chaud toucha sa peau, elle tressaillit légèrement, confuse. Mais Kael garda sa main ferme et essuya doucement autour de ses yeux, veillant à ne pas appuyer trop fort. Le chiffon était chaud et propre. Il n'avait aucune idée si cela aiderait, mais quelque chose en lui disait que cela pourrait. Léa resta immobile, figée. Elle ne dit rien, et pendant un instant, Kael pensa qu'elle pourrait crier ou le repousser. Mais alors, quelque chose se produisit. Ses yeux, toujours rouges et fatigués, clignèrent encore et encore. Elle tourna légèrement la tête, faisant face à la fenêtre. Le soleil brillait à l'extérieur. Puis elle cessa de cligner et fixa la lumière comme si elle avait remarqué quelque chose. Le corps de Léa se raidit et sa respiration changea. Kael ne bougea pas. Il retint son souffle. Elle leva lentement une main et tendit la main vers la fenêtre. Son visage était plein de confusion. Puis, très doucement, elle murmura « C'est lumineux ». Kael ne savait pas quoi dire. Il resta là, tenant le chiffon, la regardant. Léa tourna la tête dans sa direction, ne lui faisant pas entièrement face, mais proche. Ses lèvres tremblèrent. Elle cligna des yeux quelques fois de plus, ses yeux larmoyants. « Ça ne fait pas mal », dit-elle, plus pour elle-même que pour lui. La lumière du soleil toucha son visage, et pour la première fois, elle ne tressaillit pas. Kael recula un peu, incertain de ce qu'il avait fait. Léa ne sourit pas, mais son visage ne semblait plus rempli de douleur. Quelque chose avait changé. Elle s'assit plus droite, sa tête n'étant plus inclinée d'épuisement. Kael remit le chiffon sur le chariot et retourna à sa place sans dire un mot. Il la regarda quand sa soignante revint et lui parla, inconsciente de ce qui venait de se passer. À partir de ce moment, Kael ne pouvait plus s'arrêter d'y penser. Il revoyait cette scène encore et encore dans sa tête. Qu'y avait-il dans ses gouttes pour les yeux? Pourquoi son état s'aggravait-il toujours après les avoir utilisées? Pourquoi l'eau chaude aidait-elle? Kael n'avait pas les réponses, mais il avait des questions, des grandes. Il devint plus concentré que jamais, observant maintenant chaque détail. Il remarqua comment les adultes parlaient de la santé de Léa devant elle comme si elle n'était pas là. Il vit comment il la faisait prendre des pilules et des gouttes sans lui demander comment elle se sentait. Personne ne semblait jamais curieux de savoir comment elle allait réellement. Il suivait simplement les ordres. Mais maintenant, Kael avait vu quelque chose de différent. Léa pouvait réagir à la lumière. Elle pouvait sentir quand quelque chose changeait. Peut-être n'était-elle pas aussi malade qu'ils le croyaient tous. Peut-être que quelqu'un se trompait ou mentait. Kael n'était pas sûr de ce qu'il allait faire ensuite, mais il savait que ce n'était pas fini. Quelque chose en lui disait que ce moment avait été important, que cela signifiait quelque chose de plus. Kael retourna aider sa mère à nettoyer, agissant normalement, mais son esprit n'était plus silencieux. Il prêta encore plus attention l'après-midi. Il observa la routine de l'infirmière, compta le nombre de gouttes utilisées et remarqua qui les apportait. Parfois, les étiquettes semblaient différentes. Parfois, les bouteilles étaient changées trop rapidement.
Personne ne semblait s'en soucier. Mais Kaël se souvenait du visage de Léa à ce moment-là, près de la fenêtre. Comment elle avait tendu la main vers la lumière. Comment elle n'avait pas ressenti de douleur. Ce souvenir lui resta collé à la peau. Il commença à tout noter dans son cahier rapiécé. Date, heure, réaction, choses que les gens disaient. Kaël ne savait pas ce qu'il construisait, mais il savait que c'était important. Il continua également à observer Léa. Chaque fois qu'elle était seule, il restait à proximité, caché. Elle ne mentionna jamais le chiffon chaud, ne parla jamais de ce qui s'était passé. Peut-être était-elle confuse. Peut-être pensait-elle que ce n'était qu'un rêve. Mais Kaël connaissait la vérité. Il l'avait vue. Il avait été là. Et surtout, il l'avait vu cligner des yeux. Les yeux de Léa s'étaient soudainement animés, non pas de la manière lente et fatiguée habituelle, mais d'un mouvement rapide et alerte. Sa bouche s'ouvrit légèrement, et elle se pencha en avant, confuse. « J'ai vu quelque chose », murmura-t-elle, presque comme si elle ne croyait pas ses propres mots. Kaël était figé. Ses mains étaient encore humides du chiffon, et son cœur battait vite. Il ne s'attendait à rien. Il pensait que l'eau chaude soulagerait peut-être la brûlure. Mais ça, c'était autre chose. « Que as-tu fait » demanda-t-elle, tournant la tête dans sa direction. Sa voix n'était pas effrayée. Elle était curieuse. Kaël recula d'un pas hésitant et dit, « J'ai juste nettoyé tes yeux avec de l'eau et du savon. » Il ne savait pas quoi dire d'autre. C'était tout ce qu'il avait fait, mais quelque chose avait changé. Léa cligna de nouveau des yeux et tourna sa tête vers la lumière venant de la fenêtre. Elle leva légèrement une main, essayant de localiser la luminosité. Elle n'avait jamais fait cela auparavant. Et même si Kaël ne comprenait pas entièrement ce qui s'était passé, il savait que ce n'était pas normal. Cela signifiait quelque chose. Kaël ne pouvait plus s'arrêter d'y penser. Cette nuit-là, allongé sur le matelas qu'il partageait avec son jeune frère, il fixa le plafond pendant des heures. Il se souvenait comment Léa avait cligné des yeux, comment elle avait dit avoir vu quelque chose. Cela n'avait aucun sens. Il n'arrêtait pas de se demander, comment un peu de savon et d'eau pouvait-il changer quoi que ce soit. Il savait que Léa prenait des gouttes oculaires tous les jours. Il avait vu l'infirmière les appliquer. Il avait vu la petite bouteille brune qu'elle portait, toujours à la même heure, toujours avant que les maux de tête de Léa ne commencent. Il avait aussi vu comment les yeux de Léa paraissaient pire après ces gouttes, plus rouges, plus irrités. Mais tout le monde acceptait cela comme faisant partie de sa maladie. Pourtant, Kaël ne pouvait ignorer ce qu'il avait vu. Il décida qu'il devait en savoir plus. Il ne voulait pas faire de suppositions folles. Il avait besoin de preuves. Le lendemain à l'école, pendant que sa mère nettoyait, Kaël se faufila dans la bibliothèque et utilisa l'un des ordinateurs. Il ne savait pas quoi chercher au début, mais il tapa effet secondaire gouttes oculaires et commença à lire tout ce qu'il pouvait trouver. Au début, les informations n'avaient pas beaucoup de sens pour lui. Il y avait des termes médicaux qu'il ne comprenait pas, et de nombreux articles étaient trop compliqués, mais il n'abandonna pas. Après avoir lu plusieurs pages, il trouva quelque chose d'étrange. L'ingrédient actif des gouttes que Léa utilisait, il se souvenait du nom de la bouteille, pouvait causer des dommages au nerf optique s'il était utilisé trop souvent. C'était censé être sûr à petite dose, mais il y avait des rapports selon lesquels une surutilisation pouvait causer des problèmes de vision permanents. Kaël continua de creuser. Il trouva un cas dans un autre pays où une fille avait perdu une partie de sa vision à cause d'un médicament similaire. Son cœur commença à s'emballer. Était-il possible que la condition de Léa ne soit pas naturelle? Que sa cécité ne soit pas de naissance? L'idée était difficile à croire, mais il ne pouvait ignorer les indices. Il trouva aussi un nom, la compagnie pharmaceutique qui fabriquait les gouttes. Et puis quelque chose d'encore plus troublant. Cette même compagnie avait une relation commerciale avec l'hôpital appartenant à la famille Delval, le même hôpital qui traitait Léa depuis qu'elle était bébé. Kaël eut mal au ventre. Il n'était pas médecin et il n'avait pas toutes les réponses, mais cela lui semblait faux. Pourquoi continuerait-il à lui donner des gouttes qui la rendaient pire? Pourquoi personne ne l'avait-il remarqué? Peut-être que si. Peut-être que quelqu'un ne voulait pas que la vérité éclate. Il pensa à Armand Delval, le père de Léa. Kaël l'avait vu lors d'événements scolaires, toujours distant, toujours occupé.
Peut-être ne savait-il pas. Peut-être croyait-il tout ce que les médecins lui disaient. Ou peut-être qu'il savait. Cette pensée effraya le plus qu'à elle, la possibilité que quelqu'un ait permis que cela se produise délibérément. Il commença à imprimer les articles qu'il avait trouvés. Il écrivit des notes dans son cahier, essayant de tout organiser. Il devait en trouver plus. Il avait besoin que quelqu'un le croie. Mais qui écouterait le fils d'un concierge? Il ne pouvait pas aller voir les professeurs. Ils travaillaient tous pour l'école. Il ne pouvait pas parler à l'infirmière. Elle faisait partie de la routine. Il décida qu'il devrait continuer seul pour l'instant. Les jours suivants, Kael prêta encore plus attention. Il observa chaque fois que Léa recevait ses médicaments. Il remarqua les petits changements dans ses réactions. Certains jours, ses yeux semblaient pires, d'autres jours meilleurs, et chaque fois cela correspondait au moment où elle prenait les gouttes. Il commença à suivre chaque détail, l'heure à laquelle les gouttes étaient administrées, la quantité utilisée et la réaction de Léa par la suite. Il réussit même à examiner de plus près l'étiquette. Elle correspondait au rapport qu'il avait imprimé. Le même médicament, les mêmes effets secondaires. Il commença à envisager la possibilité que l'état de Léa ait été causé non par la nature, mais par des décisions humaines. Peut-être quelqu'un avait-il fait une erreur il y a des années. Ou peut-être avait-ce été plus qu'une erreur, un choix. Kael ne voulait pas croire que quelqu'un puisse faire cela à un enfant, mais les papiers qu'il avait trouvés suggéraient le contraire. Il commença à se demander si tout cela était une question d'argent. Après tout, le père de Léa était riche. L'hôpital tirait beaucoup de ses traitements. Et la compagnie pharmaceutique gagnait encore plus. La tête de Kael lui faisait mal à force d'essayer de comprendre tout cela. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait pas arrêter. Léa méritait de connaître la vérité. Même si c'était douloureux, il commença à planifier comment le lui dire. Comment pourrait-il tout expliquer? Le croirait-elle? Voudrait-elle même l'entendre? Kael décida d'attendre le bon moment. En attendant, il continua à recueillir des informations. Chaque jour après l'école, il utilisait les ordinateurs, imprimait plus d'articles, surlignait les parties importantes et les rangeait dans un dossier caché dans un casier que sa mère n'utilisait jamais. Il essaya même de rechercher d'anciennes photos de Léa lorsqu'elle était plus jeune. Certaines photos la montraient portant des lunettes de soleil bébé, ce qui lui semblait étrange. D'autres la montraient les yeux fermés ou détournés de l'appareil photo. Rien de clair, mais assez pour le rendre plus certain que quelque chose n'allait pas. Il n'avait pas encore toutes les réponses, mais il en avait vu assez pour savoir une chose. La cécité de Léa n'était peut-être pas de naissance. Peut-être quelqu'un l'avait-il causée. Que ce soit par erreur ou par cupidité, Kael ne le savait pas. Mais maintenant, il était sûr. Il devait en découvrir plus. Dans les jours qui suivirent, Kael devint plus prudent. Il ne voulait pas causer de problème ou attirer l'attention trop tôt. Chaque fois qu'il voyait Léa seule et que sa soignante regardait ailleurs, il s'approchait lentement, trempait un chiffon propre dans l'eau chaude que sa mère utilisait pour le nettoyage, et essuyait doucement les yeux de Léa. Elle ne posait plus de questions. Au début, elle était confuse, mais maintenant elle attendait. Elle ne disait pas grand-chose, mais elle le laissait l'aider. Après chaque nettoyage, comme Kael l'appelait dans sa tête, Léa s'asseyait tranquillement pendant un moment, clignant lentement des yeux. Parfois, elle inclinait la tête vers la lumière. Kael remarqua ces petites choses. Une pause, un mouvement, une question dans son expression. Quelque chose changeait. Elle ne savait pas exactement ce qui se passait, mais elle se sentait différente. Et même si Kael n'était pas médecin et n'avait pas toutes les réponses, il sentait qu'il faisait quelque chose d'important. Il attendait le bon moment pour parler. Pas encore. Pas avant que quelque chose de plus clair ne se produise. Quelque chose qui ne pouvait pas être si facilement expliqué. Cela arriva un mercredi. Kael s'en souvenait parce que sa mère nettoyait toujours le couloir principal le mercredi, et c'était l'endroit avec les plus grandes fenêtres. Ce jour-là, Léa était assise près de la vitre, les yeux fermés comme d'habitude. Kael fit ce qu'il faisait toujours. Silencieusement, soigneusement, il lui nettoya les yeux. Elle avait l'air fatiguée, mais paisible. Il était sur le point de s'éloigner quand elle halta soudainement et se redressa. Kael se figea. Léa leva la main, pointant vers l'avant,
les yeux grands ouverts. « La lumière! Je l'ai vue !» cria-t-elle. Sa voix était forte, plus forte que d'habitude. Kael regarda autour de lui, paniqué. Un professeur à proximité se précipita, l'air alarmé. « Léa, que s'est-il passé ?» demanda le professeur, s'agenouillant à côté d'elle. Léa respirait vite. Elle continuait de cligner des yeux. « J'ai vu quelque chose. » Lumineux brillant. Le professeur semblait incertain. D'autres membres du personnel arrivèrent. Quelqu'un appela l'infirmière. Quelques instants plus tard, Léa fut rapidement emmenée. Kael resta là où il était, incapable de bouger. Il avait peur. Il ne savait pas si cela allait tout gâcher ou prouver qu'il avait raison. Tout ce qu'il savait, c'était que quelque chose de réel venait de se produire. Léa fut envoyée à l'infirmerie de l'école et de là, emmenée à l'hôpital pour plus de tests. L'événement causa de la confusion parmi les adultes. Certains la croyaient, d'autres non. Les médecins firent des scanners, vérifièrent ses yeux à nouveau et lui posèrent des questions. Mais lorsqu'ils revinrent à la routine habituelle, y compris les gouttes oculaires, quelque chose changea. Ou plutôt, quelque chose disparut. Léa redevint silencieuse. La luminosité qu'elle prétendait avoir vue s'estompa. La lumière avait disparu. Kael attendit anxieusement des nouvelles. Quand il la revit à l'école quelques jours plus tard, elle semblait découragée. Elle ne disait pas grand-chose. Ses yeux semblaient de nouveau fatigués comme avant. L'énergie qu'elle avait ce jour-là près de la fenêtre avait disparu. Kael ne dit rien au début, mais à l'intérieur, il était en colère. Il savait ce qui se passait. Ce n'était pas seulement le hasard. Les gouttes faisaient cela, annulant les progrès, la rendant pire. Et le pire, c'est que personne ne la croyait, ou pire, il ne voulait pas la croire. Le père de Léa entendit parler de l'incident, et il ne resta pas silencieux. Armand Delval, un homme toujours occupé par des réunions et des décisions, devint soudain plus impliqué. Le mot lumière avait attiré son attention. Il exigea plus de tests, plus d'explications. « Ma fille a vu quelque chose », dit-il au médecin. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Hallucination, disait-il. Stress, confusion, illusion. Ils utilisaient des mots comme réponse neurologique et faux signal. Armand ne comprenait pas tout, mais quelque chose dans leur façon de parler le dérangeait. Il n'était pas habitué à être ignoré. Kael entendit parler de ces réunions derrière les portes et les coins. Il vit Armand passer, en colère et silencieux. Un après-midi, Kael prit une décision. Il ne pouvait plus attendre. Tenant une pile de documents de recherche imprimés et de notes manuscrites, il approcha Armand devant les grilles de l'école. Les mains de Kael tremblaient. Ses jambes étaient faibles, mais il se tint droit et dit « Monsieur Delval, j'ai quelque chose à vous montrer, s'il vous plaît. » Armand se retourna et le regarda fixement, surpris. Il regarda les vêtements du garçon, son visage. Il ne parla pas, mais il ne s'éloigna pas non plus. Kael prit une inspiration et commença à expliquer. Kael parla clairement, lentement, essayant de ne pas laisser sa peur le contrôler. Il expliqua ce qu'il avait vu, le schéma des symptômes de Léa, comment ses yeux semblaient pires après avoir utilisé les gouttes, comment ils s'amélioraient lorsqu'ils étaient nettoyés avec juste de l'eau. Il tendit à Armand les pages imprimées, des articles de recherche, des études de cas, des listes d'effets secondaires. « Je ne suis pas médecin, dit Kael. Mais je sais lire et je peux voir. Quelque chose ne va pas. Ces gouttes, peut-être qu'elles ne l'aident pas. Peut-être qu'elles sont le problème. » Armand ne dit rien au début. Il feuilleta les papiers, jetant un coup d'œil aux sections surlignées. Il regarda Kael de nouveau. Le garçon ne demandait rien. Il ne mentait pas. Armand avait vu des menteurs dans les salles de conférence, dans les contrats. Kael n'était pas l'un d'eux. Ses yeux étaient fatigués mais sincères. Armand détourna le regard, puis revint aux pages dans sa main. Il y avait trop de choses ici pour les ignorer. Il sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Le doute. Un sentiment auquel il n'était pas habitué. Il avait toujours cru les médecins, toujours fait confiance à leurs paroles, mais maintenant il n'était plus si sûr. Ce soir-là, Armand rapporta les papiers à la maison. Il s'assit dans son bureau, relisant tout.
Il vérifia les noms des articles, les sources. Ce n'étaient pas des sites web aléatoires. Ils étaient réels, médicaux, fiables. Il appela l'un de ses conseillers personnels et posa des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant. Pour la première fois, il remit en question le plan de traitement, les contrats, la relation entre son hôpital et la compagnie pharmaceutique. C'était comme se réveiller lentement d'un long sommeil. Il commença à se souvenir de choses, de décisions prises rapidement, de documents signés sans être lus en profondeur. Se pouvait-il? Sa fille aurait-elle été blessée, et non aidée? Il se souvenait du visage de Léa quand elle était petite. Comment elle souriait. Comment elle posait des questions sur les couleurs même si elle ne pouvait pas les voir. Il pensa à ce que Kael avait dit à propos du savon, de l'eau et de la lumière. Cela n'avait pas de sens. Et pourtant, d'une certaine manière, si. Armand se pencha en arrière sur sa chaise et fixa le mur. Pour la première fois depuis des années, il n'était sûr de rien, sauf d'une chose. Il devait connaître la vérité. Pour la première fois, il commença à douter de la médecine, et il commença à voir. Kael et Léa se rencontrèrent discrètement derrière la cafétéria de l'école, loin du couloir principal, hors de la vue des professeurs. Après tout ce qui s'était passé, la réaction soudaine de Léa à la lumière, les tests, les médecins ignorant les signes, et la conversation courageuse de Kael avec Armand, ils savaient tous deux qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter maintenant. Ils avaient besoin de preuves. De vraies preuves. Léa avait des questions qu'elle n'aurait jamais cru poser. Elle avait passé toute sa vie à entendre qu'elle était aveugle, que sa condition n'avait pas de remède et que c'était son destin. Mais maintenant, avec des éclairs de lumière qui allaient et venaient et Kael lui montrant des preuves, elle commençait à penser que quelque chose de pire s'était produit. Kael lui apporta son cahier rempli de notes, de dates et de recherches imprimées. « Nous avons besoin de plus, dit-il. Quelque chose de l'intérieur du système, quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. » Léa hocha la tête. Elle était prête. Kael en avait déjà parlé à sa mère, et elle avait accepté d'aider. Elle leur parla d'une pièce de rangement à l'arrière de l'école, un vieux placard d'entretien que personne n'utilisait plus. Il y avait des dossiers, des boîtes, de vieux ordinateurs. Peut-être quelque chose d'important s'y trouvait-il encore. Ce même soir, après le départ de la plupart des élèves et le silence des couloirs, Kael et Léa se retrouvèrent près du local de fourniture du concierge. Sa mère était déjà là, tenant les clés de la zone de stockage. « Soyez rapides et prudents », les avertit-elle, leur tendant une lampe de poche. Elle ferait le guet pendant qu'ils chercheraient. La porte de la pièce de rangement était d'abord bloquée, mais avec une poussée, elle s'ouvrit. À l'intérieur, c'était poussiéreux, rempli d'étagères métalliques, de chaises cassées et de boîtes empilées les unes sur les autres. De vieux papiers étaient partout. La pièce sentait le moisi et les produits de nettoyage. Kael toussa et alluma la lampe de poche. Léa resta près de lui, écoutant. Kael commença à ouvrir des boîtes, à lire les étiquettes des dossiers. La plupart concernaient d'anciens calendriers d'entretien et des journaux d'inventaire. Mais ensuite, derrière une pile de manuels scolaires inutilisés, il trouva un classeur verrouillé. La mère de Kael les rejoignit et utilisa un trousseau de clés jusqu'à ce que l'une d'elles fonctionne. Le classeur s'ouvrit avec un clic. À l'intérieur se trouvaient des dossiers étiquetés médical, privé et confidentiel. Kael en sortit un. Il portait le nom de Léa. Le cœur de Léa battait la chamade alors que Kael ouvrait le premier dossier. À l'intérieur se trouvaient des formulaires médicaux, des journaux d'observation et des emails imprimés. Kael les lut à haute voix lentement afin que Léa puisse comprendre. Un document était un rapport datant de l'époque où Léa n'avait que quelques mois. Il mentionnait une étrange réaction à la lumière. Ses pupilles avaient réagi lors d'un test, et elle avait tourné la tête vers une lampe de poche. Mais une note manuscrite dans le coin l'avait rejeté, le qualifiant des non concluants. Un autre dossier montrait qu'à 2 ans, Léa avait montré des signes de malaise après avoir reçu ses médicaments. Une recommandation avait été faite de changer la prescription, mais elle avait été ignorée. De plus en plus de papiers révélaient le même schéma. Des signes précoces que Léa aurait pu voir la lumière, avoir des réactions, voire des douleurs dues aux gouttes. Mais chaque fois, quelqu'un avait choisi de poursuivre le traitement au lieu d'enquêter davantage. Kael brandit une feuille qui répertoriait les dates et les heures exactes auxquelles Léa devait recevoir ses gouttes oculaires, quels que soient ses symptômes. C'était une routine stricte, mise à jour chaque année.
Les instructions avaient été suivies sans question. Un fil de mai était particulièrement choquant. C'était entre deux médecins et un administrateur hospitalier. L'un des médecins exprimait son inquiétude concernant la réaction de Léa aux gouttes oculaires et remettait en question leur utilisation continue. La réponse fut froide. Continuez comme prévu. Pas de changement. Rappelez-vous notre accord. Un autre email faisait référence à un contrat entre la compagnie pharmaceutique et Delval Medical, l'hôpital appartenant au père de Léa. Joint à l'email se trouvait un contrat scanné montrant un partenariat pluriannuel d'une valeur de millions. La mère de Kael le lut et couvrit sa bouche sous le choc. Il était clair que l'argent avait joué un rôle dans les décisions. Léa n'était pas née aveugle. Ses symptômes étaient réels, mais ils avaient été aggravés par des choix, par des gens qui avaient ignoré les avertissements. Kael se sentit mal. Léa s'assit, tenant l'un des documents dans sa main. « Ils m'ont fait ça », murmura-t-elle. La vérité était là, dans les papiers. Des gens savaient. Ils avaient choisi de détourner le regard. Kael et sa mère emballèrent les documents dans une boîte. Il était temps de les montrer à Armand. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ils rencontrèrent Armand le lendemain dans son bureau. Il avait l'air fatigué et nerveux. Le dossier que Kael lui avait donné plus tôt était toujours sur son bureau. Il avait commencé à croire le garçon, mais il n'était pas prêt pour ce qu'ils allaient lui apporter. Kael posa la boîte de documents devant lui. « C'est tout ce que nous avons trouvé, » dit-il. Des emails, des rapports, des instructions, tout. Armand ouvrit les dossiers un par un. Il ne dit rien pendant longtemps. Ses mains tremblaient en lisant. Ses yeux parcouraient rapidement chaque page. Il retrouva le nom de Léa encore et encore. Il vit le rapport de quand elle était bébé. Il vit les emails. Il vit l'emploi du temps de ces gouttes approuvées par l'hôpital qu'il possédait. Ses lèvres se serrèrent. « Pourquoi personne ne m'a dit ?» demanda-t-il doucement. Kael ne répondit pas. Il n'y avait pas de bonne réponse. Armand continua de lire. Il trouva le contrat avec la compagnie pharmaceutique. Sa signature était en bas. Il se pencha en arrière sur sa chaise, pâle. Il avait l'impression que tout autour de lui s'effondrait. Armand resta dans son bureau longtemps après le départ de Kael, Léa et de la concierge. Les papiers étaient toujours étalés sur le bureau. Il ne pouvait s'arrêter de lire. Il se sentait trahi de toutes parts, par des gens en qui il avait confiance, par le système qu'il avait aidé à construire. Il repensa à chaque visite à l'hôpital, à chaque fois qu'il avait approuvé des traitements, à chaque réunion où il avait hoché la tête sans poser plus de questions. Il avait cru les médecins. Il avait cru que les médicaments aidaient sa fille. Maintenant, il savait qu'il s'était trompé. Il avait financé sa douleur, non par choix mais par ignorance. Cette nuit-là, Armand ne dormit pas. Il resta en silence, tenant une photo de Léa bébé. Sur la photo, elle souriait, les yeux grands ouverts. Il ne l'avait jamais remarqué auparavant, mais maintenant cela semblait évident. Il y avait de la vie dans ses yeux. De la possibilité. Quelqu'un lui avait pris cela. Armand n'était pas un homme habitué à la culpabilité, mais elle le frappa durement. Au lever du soleil, il se leva, prit une profonde inspiration et prit une décision. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il se battrait pour la vérité. Armand se tenait à la tête de la longue table de conférence dans la salle de réunion de l'école, la mâchoire serrée, les yeux fixés. Autour de lui étaient assis toutes les figures clés impliquées dans la vie de sa fille. Des médecins de l'hôpital Delval, des directeurs d'école, l'infirmière, des conseillers juridiques et plusieurs membres du conseil d'administration de l'hôpital. Personne ne savait exactement pourquoi la réunion d'urgence avait été convoquée, mais il pouvait sentir la tension dans la pièce. Armand ne perdit pas de temps. Il laissa tomber une épaisse pile de documents sur la table. « Ce sont, dit-il, les dossiers qui ont été cachés. Ils montrent ce qui est réellement arrivé à ma fille. » Il distribua des copies, s'assurant que chaque personne n'avait d'autre choix que de faire face aux preuves. Puis il commença à parler, calme, direct, sans laisser de place au déni. Il expliqua comment Léa avait reçu pendant des années des médicaments qui avaient aggravé son état. Il décrivit les dossiers, les rapports ignorés, les résultats de tests modifiés et les signes que Léa n'avait jamais été réellement aveugle de naissance.
La pièce devint silencieuse alors qu'il réalisait que ce qu'il disait n'était pas une théorie. C'était un fait. Il se tourna spécifiquement vers les médecins, soutenant leur regard sans cligner des yeux. « Je vous ai fait confiance, dit-il, sa voix assez forte pour résonner. Je vous ai fait confiance à tous avec la vie de ma fille. Et pendant que je signais les chèques et payais pour tout, j'ai aussi permis que cela se produise en ne posant pas de questions. Cela prend fin maintenant. » Il regarda ensuite les directeurs de l'école. Cet endroit était censé la protéger. Au lieu de cela, il est devenu une partie du système qui l'a blessé. Le silence dans la pièce était lourd. Personne n'osa l'interrompre. Armand continua, s'excusant auprès de Léa devant tout le monde. « Je suis désolé, dit-il simplement. Je ne t'ai pas vu. J'ai cru ce qu'on me disait sans m'assurer que c'était juste. Cela n'arrivera plus jamais. » Puis, à la surprise générale, il annonça la résiliation immédiate de tous les contrats avec la compagnie pharmaceutique impliquée. Il déclara également que des enquêtes formelles commenceraient sur toutes les personnes ayant fait partie du cas de Léa, des médecins aux dirigeants de l'hôpital. Personne ne serait plus protégé. Mais Armand ne s'arrêta pas à la réunion. Ce même après-midi, il alla voir son équipe juridique et demanda une conférence de presse complète. Il voulait que tout soit public. Il voulait que le monde sache ce qui s'était passé. 2 jours plus tard, debout devant des dizaines de microphones et de caméras clignotantes, Armand brandit le même dossier que Kael lui avait un jour remis. « Il ne s'agit pas seulement de ma fille, dit-il. Il s'agit de chaque enfant, chaque parent, chaque patient à qui on a dit de faire confiance et de ne jamais poser de questions. » Il raconta toute l'histoire, comment sa fille avait été mal médicamentée pendant des années, comment la vérité avait été cachée et comment lui, aveuglé par la confiance et l'argent, l'avait presque perdu à cause de cela. Les médias explosèrent. Les agences de presse publièrent des titres en quelques minutes. Milliardaire démasque une fraude médicale qui a failli tuer sa fille. Les émissions de télévision, les plateformes en ligne, les journaux, tous partagèrent l'histoire de Léa. Armand apparut dans des interviews non pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que père qui avait été trompé, qui s'était réveillé et qui se battait maintenant pour la justice. Les conséquences furent rapides. L'hôpital qui portait le nom de la famille d'Armand eut sa licence temporairement suspendue. La compagnie pharmaceutique fut placée sous enquête. Certains des médecins impliqués furent relevés de leurs fonctions pendant que les autorités examinaient les allégations de faute professionnelle. Armand utilisa son influence pour s'assurer que l'affaire ne soit pas étouffée. Il ne voulait ni argent ni vengeance. Il voulait le changement. Le rôle de Kael fut également révélé à la presse. Des photos de lui et de Léa parurent dans des articles du monde entier. Le fils du concierge aide à découvrir un scandale, titrait un journal. Mais malgré l'attention, Kael resta silencieux. Il ne voulait pas la célébrité. Léa, encore en train de tout assimiler, resta concentrée sur ce qui importait le plus, sa santé. Pour la première fois de sa vie, elle arrêta d'utiliser les gouttes oculaires. Armand engagea une équipe médicale indépendante pour évaluer honnêtement son état, sans lien avec les compagnies précédentes. Les médecins commencèrent un processus minutieux de désintoxication et de surveillance. Et en quelques semaines, quelque chose qui semblait autrefois impossible commença à se produire. La vision de Léa, petit à petit, commença à revenir. Ce ne fut pas rapide. Ce ne fut pas complet, mais c'était réel. Léa commença à se réveiller chaque matin sans maux de tête. Ses yeux ne brûlaient plus comme avant. Elle commença à reconnaître des formes, des mouvements et des ombres. Parfois, lorsque le soleil traversait la fenêtre de sa chambre, elle pouvait dire d'où il venait. Elle décrivit des couleurs qu'elle n'avait jamais comprises auparavant. Sa voix était différente aussi. Plus confiante, plus vivante. Elle souriait davantage. Kael lui rendait souvent visite, et ils s'asseyaient ensemble dehors où Léa s'exerçait à décrire ce qu'elle voyait. Armand était toujours à proximité maintenant, plus distant ni distrait. Il apportait des livres en braille et des lettres en gros caractères, du matériel d'art, et même un télescope que Léa avait un jour dit vouloir, au cas où sa vue s'améliorerait suffisamment un jour pour l'utiliser. Les professeurs de Léa changèrent également leur approche. Plus de routines strictes basées uniquement sur la cécité. Maintenant, tout était centré sur ce qu'elle pouvait faire, pas sur ce qu'elle ne pouvait pas. Elle n'était plus la fille avec 3 mois à vivre. Cette sentence avait été écrite par des gens qui se trompaient.
Et maintenant, chaque jour qu'elle vivait, elle prouvait qu'ils avaient tort encore une fois. Son histoire était en train d'être réécrite. Alors que les semaines se transformaient en mois, Léa continuait de devenir plus forte. Son corps répondait bien au nouveau traitement. L'absence des gouttes oculaires fit une énorme différence. Elle commença à se souvenir de choses de sa petite enfance, des lumières vives, des reflets, des couleurs qu'elle n'avait jamais pu nommer auparavant. Les médecins confirmèrent ce que Kaël et Armand savaient déjà au fond d'eux. Léa n'avait jamais été complètement aveugle. Le médicament avait causé la plupart des dommages. Mais maintenant, sans lui, ses yeux guérissaient lentement. Armand changea aussi. Il devint présent, impliqué et prudent dans chaque décision. Il ferma les parties de son entreprise qui avaient été impliquées dans les contrats et réorienta sa fortune vers la recherche médicale et les droits des patients. Il créa un fonds pour aider les familles à enquêter sur les traitements douteux. Kaël et sa mère furent invités à résider sur le domaine d'Armand, et Kaël commença à fréquenter une meilleure école, cette fois en tant qu'élève, et non plus comme le fils du concierge. Mais rien de tout cela n'importait plus que les simples moments où Léa tournait son visage vers la fenêtre, souriait et disait « Je le vois ». Lentement, sans les gouttes oculaires, sa vue s'améliora, et progressivement, sa condamnation à mort de 3 mois commença à être réécrite. Les semaines qui suivirent le scandale furent remplies d'attention, de changements et de questions. Mais pour Léa, quelque chose de très différent se produisait. Pour la première fois de sa vie, elle commença à se sentir libre. Les routines strictes de pilules, de gouttes et de contrôles médicaux ne faisaient plus partie de son emploi du temps quotidien. Son corps commença à se sentir plus léger. Ses maux de tête cessèrent. La brûlure dans ses yeux ne revint jamais. Et puis, lentement mais clairement, elle commença à voir. Cela commença par des formes vagues et des taches de luminosité, mais chaque jour, elle remarquait plus, la lumière à travers une fenêtre, la forme du visage de Kaël quand il riait, le contour de ses propres mains. Au début, elle n'y croyait pas. Elle pensait que cela pourrait s'estomper à nouveau. Mais ce ne fut pas le cas. Chaque jour sans les gouttes, sa vision s'améliorait. Ses mouvements devinrent plus confiants, sa parole plus curieuse. Elle avait 1000 questions, et Kaël était toujours là pour y répondre. Les médecins, maintenant sous la nouvelle équipe d'Armand, confirmèrent ce qu'ils avaient espéré. Il n'y avait aucune trace de la maladie qui, on lui avait dit, la tuerait. Armand resta proche de sa fille maintenant. Il ne permit plus d'aide ou de personnel pour gérer ses soins. Il l'accompagnait à chaque rendez-vous, posait chaque question et vérifiait chaque rapport lui-même. La culpabilité pesait toujours sur lui, mais il ne la laissait pas le paralyser. Au lieu de cela, il la transforma en action. L'un des premiers changements qu'il apporta fut à l'école. Il renvoya les directeurs qui avaient ignoré les signes et les remplaça par de nouveaux éducateurs qui croyaient en l'inclusion, l'exploration et les soins individualisés. Il embaucha des experts spécialisés dans l'apprentissage sensoriel et construisit une nouvelle zone à l'intérieur de l'école, un endroit sans écran, sans machine, ni alarme bruyante. C'était calme, rempli de textures, de couleurs, de lumière naturelle, et de différentes odeurs et sons. Il l'appela la salle de la découverte. Elle était destinée aux élèves comme Léa, qui avaient besoin d'une manière différente d'apprendre. Il ne s'agissait pas seulement de réparer ce qui avait été brisé. Il s'agissait de construire quelque chose de mieux. Armand se tenait souvent à l'entrée, regardant Léa et Kaël explorer la pièce ensemble, riant, expérimentant, apprenant sans pression. Léa passa des heures dans la salle de la découverte. C'est devenu son endroit préféré. Il y avait des tables avec des objets de différentes formes et matériaux, des murs peints de couleurs douces et des panneaux qui s'allumaient avec différents niveaux de luminosité. Elle s'asseyait devant eux et essayait de décrire ce qu'elle voyait. Kaël restait toujours à proximité, lui tenant la main si elle était dépassée. Il ne la pressait jamais. Lorsque Léa vit clairement la couleur jaune pour la première fois, elle dit que cela la faisait se sentir chaude, comme le soleil sur sa peau. Quand elle vit le bleu, elle dit que cela ressemblait à de l'eau calme. Elle n'avait pas de souvenir visuel pour les comparer, alors elle utilisait aussi les sentiments, les odeurs, même les sons pour les décrire. Le rouge lui rappelait la confiture de fraises. Le vert ressemblait à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. C'est devenu un jeu. Kaël tenait une couleur et Léa lui disait ce que cela lui rappelait. Cela la faisait rire. Cela la faisait réfléchir. Chaque jour dans cette pièce l'aidait à comprendre le monde d'une manière qu'aucun manuel n'aurait pu.
Au fur et à mesure que la vue de Léa s'améliorait, sa force aussi. Elle commença à marcher davantage, à bouger plus vite, à explorer de nouvelles parties de l'école. Elle n'avait plus besoin d'une soignante à ses côtés tout le temps. Elle avait Kaël, et c'était suffisant. Ils lisaient ensemble, écoutaient de la musique, jouaient à des jeux de devinettes, et parfois restaient juste en silence. Léa ne craignait plus l'avenir. Elle ne comptait plus les jours comme avant. L'idée de mourir en 3 mois avait disparu. Elle s'estompait avec les mensonges et les médicaments. Ce qui la remplaçait était une curiosité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle voulait voir plus, apprendre plus. Elle voulait savoir à quoi ressemblaient les arbres de près, comment les ombres bougeaient, comment les visages changeaient quand les gens riaient. Armand remarqua la différence en elle. Et cela le changea aussi. Il vivait autrefois pour les chiffres et les contrats. Maintenant, il vivait pour de petits moments, regardant Léa décrire une couleur, la voyant marcher sans aide, l'entendant dire « Je crois que j'ai vu ça ». C'étaient des moments qu'il avait autrefois crus impossibles. Maintenant, ils faisaient partie de sa vie quotidienne. Armand continua d'apporter des changements dans le monde qui l'entourait. Il fit des dons à la recherche sur la façon dont les médicaments affectent les enfants handicapés. Il aida à financer des programmes de soutien pour les familles qui avaient été induites en erreur par de faux diagnostics. Il visita des hôpitaux et posa des questions difficiles. Mais il ne parlait plus jamais en homme d'affaires. Il parlait en tant que père de Léa, un homme qui avait échoué, puis appris, et voulait maintenant faire mieux. À la maison, l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus silencieux et froid. C'était plein de vie. La chambre de Léa avait maintenant des fenêtres, toujours ouvertes, avec des rideaux doux qui bougeaient avec la brise. Il y avait des couvertures colorées, des piles de livres et des dessins qu'elle avait commencé à faire avec l'aide de Kaël. La fille qui avait autrefois été maintenue sous un contrôle strict avait maintenant le choix. Elle choisissait ses propres vêtements, aidait à préparer ses repas et décidait de ce qu'elle ferait de son temps. Sa vie ne ressemblait plus à un compte à rebours. Elle ressemblait à quelque chose de nouveau. Kaël était toujours là tous les jours. Son meilleur ami est celui qui avait tout commencé par un simple acte de gentillesse. Armand se souvenait encore de ces mots des médecins. Elle a 3 mois à vivre. À l'époque, il les avait acceptés. Il les avait crus. Maintenant, chaque fois que Léa riait, marchait ou tendait la main vers quelque chose de nouveau, ces mots perdaient de leur pouvoir. La peur qu'ils avaient autrefois portée avait disparu. Elle avait été remplacée par l'espoir, la vérité et un avenir. Léa avait encore des progrès à faire. Sa vision n'était pas parfaite, mais elle était là, et avec elle venait la confiance, le bonheur et la liberté. Kaël restait son ami le plus proche et Armand restait son protecteur. Mais maintenant, elle n'avait plus besoin d'être protégée du monde. Elle en faisait partie. L'histoire qui avait commencé par un diagnostic de cécité et de mort avait été complètement réécrite. Léa n'était plus une fille malade. C'était une fille qui découvrait la vie. Une forme, une couleur, un moment à la fois. Armand regardait depuis l'embrasure de la porte de la salle de la découverte, incapable de s'arrêter de sourire, le cœur plein. Ces 3 mois ne sont pas devenus la fin. Ils sont devenus un commencement. Et Armand observait tout avec des larmes de regret et de gratitude. L'école qui avait autrefois semblé distante, polie et silencieuse commença à changer d'une manière difficile à ignorer. Cela ne se fit pas du jour au lendemain, mais pas à pas, l'atmosphère se transforma. Les longs couloirs silencieux, autrefois remplis de règles et de surveillance, résonnaient maintenant de rire, de conversation et de curiosité. Léa n'était plus traitée comme une patiente fragile. Elle devint simplement une autre élève, avec sa propre façon d'apprendre, son propre rythme et sa propre lumière. Les autres enfants, qui ne la voyaient autrefois que comme la fille aveugle, voulaient maintenant s'asseoir avec elle pendant le déjeuner, l'inviter à des jeux et lui poser des questions sur la façon dont elle voyait le monde. Ils étaient curieux, mais pas d'une manière impolie. Ils écoutaient quand elle expliquait des choses comme ce que les couleurs ressentaient, comment la lumière lui faisait penser à des sons, et comment elle imaginait les choses avant de les voir. Léa était ouverte avec eux. Elle aimait expliquer les choses. Pour la première fois, elle n'était pas à l'extérieur, regardant à l'intérieur. Elle faisait partie de tout. Et l'école, autrefois si axée sur le statut et le contrôle, commença à redevenir un lieu d'apprentissage. Kaël fut également enfin vue. Le garçon,
qui marchait autrefois tranquillement derrière sa mère avec son cahier usé et ses chaussures rapiécées, était devenu quelqu'un que tout le monde connaissait. Les professeurs le saluaient avec respect. Les élèves lui demandaient de l'aide et le personnel lui faisait un signe de tête dans les couloirs. Mais Kaël n'avait pas changé qui il était. Il aidait toujours sa mère à nettoyer quand elle en avait besoin, prêtait toujours attention aux détails que d'autres manquaient, et passait toujours son temps libre à lire ou à écrire. Mais maintenant, il appartenait. Armand n'oublia pas ce que Kaël avait fait. Il l'intégra dans la famille, non seulement en parole, mais en action. Il s'assura que Kaël ait accès à tout ce dont il avait besoin pour continuer à étudier et à apprendre. Il créa également des bourses pour d'autres enfants qui ne venaient pas de familles aisées afin qu'ils puissent avoir les mêmes opportunités. L'école commença à ouvrir ses portes à un groupe d'élèves plus diversifié. Plus important encore, elle devint un lieu où les enfants n'étaient pas étiquetés par ce qui leur manquait, mais vus pour ce qu'ils pouvaient devenir. Armand apporta encore plus de changements. Il invita de nouveaux éducateurs et spécialistes qui croyaient en la créativité et l'apprentissage dirigé par les élèves. Ils transformèrent plusieurs salles de classe en espaces créatifs, des salles avec du matériel d'art, des kits scientifiques, des livres dans plusieurs formats et des zones où les enfants pouvaient toucher, construire et explorer. Il donna également un nom à la salle de la découverte où Léa et Kaël avaient passé tant d'après-midi, la salle Kaël. Une plaque sur le mur disait « Pour le garçon qui a choisi de voir ». Kaël ne voulait pas l'attention, mais Armand insista. C'était un rappel de la façon dont un enfant silencieux avait tout changé. Léa et Kaël continuaient d'aller à la salle Kaël presque tous les jours après les cours. Ils ne la traitaient pas comme un endroit spécial. C'était juste là qu'ils se sentaient le plus à l'aise. Ils lisaient des livres, testaient des filtres de lumière, inventaient des histoires et parfois restaient juste à discuter. C'était le leur. Parfois d'autres enfants se joignaient à eux, mais les deux trouvaient toujours un coin tranquille pour continuer à explorer. La vue de Léa était encore limitée, mais son imagination était illimitée. Avec Kaël à ses côtés, elle ne se sentait jamais incertaine ou effrayée. Leur conversation était sans fin. Léa était toujours curieuse, posant des questions à Kaël sur des choses qu'elle n'avait pas encore vécues. Les feux d'artifice, les nuages se déplaçant rapidement pendant les orages, l'aspect d'une rue bondée. Et Kaël expliquait tout du mieux qu'il pouvait. Il ne faisait jamais paraître les choses magiques ou exagérées. Il les décrivait d'une manière que Léa pouvait comprendre, en utilisant des souvenirs, des odeurs et des sons. Certaines nuits, lorsque l'école organisait des événements en soirée, Léa lui disait « Je crois que j'ai rêvé en couleur la nuit dernière ». Kaël souriait et demandait « Que as-tu vu ?» Elle répondait avec des choses comme « Le ciel était rose » ou « Les arbres avaient l'air de danser ». Il la croyait toujours. Et quand elle disait « Le ciel était rose aujourd'hui », Kaël levait les yeux, puis disait « Peut-être est-il devenu rose juste pour que tu puisses le voir ». Ce n'était pas une blague. Il le pensait. C'est le genre de lien qu'ils avaient. Réel, fort et plein de compréhension. Ils n'étaient plus seulement des amis. Ils faisaient partie de l'histoire de l'autre, et tout le monde autour d'eux pouvait le voir. Personne ne le remettait en question. Au fil du temps, Léa devint une leader à sa manière discrète. Elle ne prononçait pas de discours ni ne dirigeait de réunions, mais sa présence, ses questions et sa façon d'apprendre inspiraient les autres. Les enfants commencèrent à parler plus ouvertement de ce qui les rendait différents. Un élève admit qu'il avait du mal à lire et demanda de l'aide. Une autre dit qu'elle avait toujours été trop timide pour parler, mais voulait essayer. Les professeurs accordèrent plus d'attention aux besoins individuels. L'école était enfin devenue un lieu où chacun avait de la place pour être qui il était. Kaël continua d'écrire aussi. Il commença à tenir un nouveau cahier, celui-ci juste pour Léa. Il y notait les choses qu'elle disait, les rêves qu'elle décrivait et les moments qu'ils partageaient. Une page disait « Elle a appelé le rouge épicé aujourd'hui ». A dit que ça lui rappelait la cannelle. Une autre disait qu'elle avait vu de l'orange et dit que ça avait l'air bruyant. Kaël ne savait pas encore ce qu'il ferait du cahier, mais il savait que c'était important. C'était un témoignage de la façon dont Léa était revenue à la vie, de la façon dont une école, un système et même des gens pouvaient changer s'ils étaient prêts à voir. Armand continua d'observer de loin, non pas parce qu'il n'était pas impliqué, mais parce qu'il respectait ce que Léa et Kaël avaient créé. Ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait construire avec de l'argent. Cela venait de la vérité, du courage et de la confiance. Parfois, il se tenait au bord de la salle Kaël,
écoutant. Il n'interrompait pas. Il observait simplement. Il voyait Léa sourire, explorer, devenir plus forte et plus curieuse chaque jour. Il voyait Kaël à ses côtés, patient, stable, ne demandant jamais rien en retour. Armand savait maintenant que la meilleure chose qu'il ait jamais faite n'était pas de fonder une entreprise ou de bâtir un empire. C'était de choisir d'écouter, de choisir de voir. Et grâce à ce choix, Léa avait un avenir. Kaël avait une voie. Et l'école avait un but. Ce qui avait été une institution froide et élitiste était maintenant un lieu rempli de couleurs, de sons et de vie. Les enfants le savaient. Les professeurs le sentaient. Et personne ne regardait plus Léa ou Kaël de la même manière. Ils avaient créé un nouveau monde, et personne n'en doutait plus. L'invitation arriva un jeudi matin. Elle arriva dans une grande enveloppe blanche avec un tampon doré adressé à Léa Delval. Elle venait des organisateurs d'un événement national axé sur les découvertes d'enfants et les histoires de résilience. L'événement aurait lieu dans un grand auditorium de la capitale avec des invités d'écoles, d'organisations de santé et de la presse. Léa fut invitée à prendre la parole sur scène. Quand Armand le lut à haute voix, Léa se tut. Elle n'avait pas peur de parler. Mais cela semblait différent. Ce n'était pas seulement une présentation scolaire. C'était une scène publique remplie d'étrangers. « Dois-je y aller » demanda-t-elle doucement. Armand s'agenouilla à côté d'elle et dit « Tu n'es obligé de rien. Mais tu as été invité parce que ton histoire est importante. » Léa regarda Kaël, qui était assis de l'autre côté de la pièce en train de lire. « Que dirais-je » demanda-t-elle. Kaël sourit et répondit simplement « Dis-leur juste ce que tu as vu. » Léa ne répondit pas tout de suite, mais quelque chose dans son expression changea. Elle était nerveuse, oui, mais elle y pensait. Elle ne dit pas non. Les jours suivants, Léa s'entraîna plusieurs fois dans la salle de la découverte. Kaël l'aida, écoutant attentivement alors qu'elle essayait différents mots et phrases. Au début, elle réfléchissait trop à tout. Elle essayait de paraître formelle comme les médecins ou les adultes qu'elle entendait autrefois, mais cela ne lui semblait pas juste. Ça sonne faux, dit-elle après une tentative. Alors ne fais pas semblant, lui dit Kaël. Dis-le comme tu me l'as dit. Souviens-toi du premier jour près de la fenêtre. Léa se souvint. Elle avait crié « La lumière ». Je l'ai vue. Elle n'avait pas de plan ni de script. Alors c'était réel. C'est ce que Kaël voulait qu'elle partage. Juste la vérité. Ils continuèrent à pratiquer et petit à petit, Léa trouva sa voix. Elle était claire, calme et honnête. Armand observait de loin. Il ne voulait pas interférer. Il avait appris quand avancer et quand laisser de l'espace. Il organisa le transport, s'assura que tout était prêt, mais laissa la décision finale à Léa. Le matin de l'événement, Léa hocha la tête sans qu'on le lui demande. Elle avait décidé qu'elle parlerait. L'événement eut lieu dans un grand auditorium avec des rangées de chaises remplies de monde. Il y avait des banderoles qui disaient « Voix de la découverte » et des lumières pointées vers la scène. Quelques enfants passèrent avant Léa, partageant des histoires sur des inventions, de petits projets communautaires et des actes de gentillesse. Puis le nom de Léa fut appelé. La foule applaudit poliment. Armand était assis au premier rang. Kaël était à ses côtés. Léa monta lentement sur scène. Elle portait une robe jaune douce et n'avait aucune note. Elle semblait plus petite que le pupitre, mais lorsqu'elle se tint devant le microphone, sa posture était ferme. Elle prit une inspiration et dit « Voici Kaël ». Elle désigna le premier rang. Il m'a lavé les yeux. Et puis j'ai vu le monde. La pièce devint silencieuse. Léa attendit, non pas parce qu'elle était incertaine, mais parce qu'elle voulait que les mots s'installent. Puis elle ajouta, « La guérison n'est pas venue d'un hôpital. Elle est venue de quelqu'un qui m'a vraiment vu. » C'était tout. La foule ne réagit pas pendant quelques secondes. Puis soudain, une vague d'applaudissements remplit la pièce. Les gens se levèrent. Certains applaudissaient les larmes aux yeux. D'autres chuchotaient entre eux, répétant ce que Léa venait de dire. Les journalistes commencèrent à écrire. Les professeurs s'essuyèrent le visage. À ce moment, cela ne ressemblait pas à un discours. Cela ressemblait à une vérité que personne n'avait attendue. Armand regarda Kaël, la gorge serrée.
Le garçon qui avait autrefois nettoyé les couloirs discrètement était maintenant le centre d'une conversation nationale. Armand se leva, marcha jusqu'à la scène, prit le microphone, et sans script dit « Aujourd'hui, Kael fait partie de notre famille ». Il n'y eut aucune hésitation, aucun discours préparé, juste la vérité comme celle de Léa. Le public applaudit de nouveau, plus fort cette fois. Léa se tourna vers Kael et ouvrit ses bras. Il courut les marches et elle le serra fort. « Frère de cœur », murmura-t-elle à son oreille. Kael ne répondit rien. Il ne pouvait pas. Ses yeux étaient pleins et ses mains tremblaient un peu, mais il la serra tout aussi fort. Ce fut un moment que personne dans la pièce n'oublierait. Non pas à cause de qui ils étaient, mais à cause de ce qu'ils avaient fait ensemble. Après l'événement, tout changea de nouveau, mais dans une nouvelle direction. Les nouvelles cette nuit-là ne se concentraient plus sur le scandale. Elles ne répétaient pas les titres sur la corruption, les mensonges ou l'échec. Cette fois, l'histoire portait sur le rétablissement, la confiance et la vérité. Du fils du concierge au héros national, écrivit un article. Une fille retrouve la vue. Le monde retrouve l'espoir, dit un autre. Les présentateurs de télévision répétèrent les mots de Léa. Il m'a lavé les yeux et puis j'ai vu le monde. L'événement devint viral. Les parents en parlaient à la maison. Les écoles invitèrent Armand à partager son expérience. Kael reçut des lettres d'enfants de tout le pays. Certains posaient des questions, d'autres le remerciaient simplement. L'équipe d'Armand géra l'attention, mais il précisa une chose. Pas de caméra à la maison, pas de journaliste près de Léa, sauf si elle le demandait. Kael ne changea pas. Il aidait toujours Léa à étudier, marchait toujours dans l'école comme avant, et visitait toujours la salle de la découverte tous les après-midi. Mais maintenant, tout le monde savait qui il était. Et plus important encore, tout le monde le respectait pour ce qui comptait vraiment. Ses actions, son cœur et son choix de se soucier quand personne d'autre ne le faisait. À l'école, Léa et Kael n'étaient pas traités comme des célébrités, mais comme des exemples. Leurs camarades de classe ne les voyaient plus comme la fille qui était aveugle ou le garçon qui lavait les sols. Ils les voyaient comme des amis. Les professeurs changèrent leur façon d'enseigner, laissant plus de place aux questions, à l'honnêteté et aux vraies conversations. Léa continuait d'apprendre de nouvelles couleurs. Les lumières de la scène étaient trop bleues, plaisanta-t-elle. Un jour, Kael rit et dit, « La prochaine fois, c'est toi qui choisiras les lumières. » Armand continua de financer des programmes pour les familles, les écoles et les hôpitaux. Mais maintenant, il écoutait aussi Léa et Kael lorsqu'ils concevaient de nouveaux projets. « Si ce n'est pas simple, ça ne marchera pas, » disait Kael. « Si ce n'est pas gentil, ce n'est pas juste, » ajoutait Léa. Leurs mots firent partie des décisions d'Armand. La salle de la découverte avait maintenant une liste d'attente. Les enfants voulaient ressentir, voir et comprendre comme Léa l'avait fait. Il devint clair pour tout le monde que ce qui avait commencé comme la décision silencieuse d'un garçon était devenu quelque chose de beaucoup plus grand. Cette nuit-là, les titres ne rapportèrent pas seulement un scandale surmonté. Ils rapportèrent l'espoir. De retour à l'école, tout semblait différent. Même si beaucoup de choses restaient les mêmes. Les salles de classe étaient toujours au même endroit. Les cloches sonnaient toujours à la même heure, et le jardin avait toujours ses rangées de plantes bien ordonnées. Mais pour Kael et Léa, chaque couloir avait une nouvelle signification. Le jour de son retour après l'événement, Kael arriva tôt. Dans une main, il portait le vieux seau bleu. Il avait été lavé, poli, et avait maintenant une petite fissure sur le côté qui avait été scellée avec du ruban adhésif transparent. Il aurait pu le laisser, mais il ne l'a pas fait. Cela faisait partie de l'histoire. Pour les autres, ce n'était qu'un seau de nettoyage. Pour Kael, c'était le premier outil qui avait apporté le changement. Il le plaça soigneusement à l'intérieur de la salle de la découverte sur une étagère à côté de livres, de nuanciers et d'objets sensoriels. Léa était déjà assise près de la fenêtre, regardant la lumière du matin. Elle se tourna quand elle entendit le seau cliqueter contre l'étagère. « Tu l'as apporté » dit-elle avec un sourire. Kael hocha la tête. « Ça a tout déclenché » répondit-il. La salle de la découverte avait changé aussi, mais pas dans sa conception émotionnellement. Sur le mur près de l'entrée, un cadre était maintenant fièrement accroché. À l'intérieur se trouvait le premier dessin de Léa. C'était simple.
Deux personnages bâtons se tenant la main avec un petit soleil au-dessus d'eux et un seul mot écrit en dessous, nous. Les lignes étaient inégales. Les couleurs un peu désordonnées, mais c'était parfait. Armand l'avait encadré lui-même. Quand Léa vit le dessin accroché au mur pour la première fois, elle toucha le verre et murmura « C'est toujours nous ». Kaël, debout à ses côtés, répondit doucement « Pour toujours ». Il n'avait pas besoin de l'expliquer. Ce dessin n'était pas seulement une image. C'était un souvenir, une promesse et un rappel de tout le chemin parcouru. D'autres élèves s'arrêtèrent aussi pour le regarder. Les professeurs le montraient lors des visites de la nouvelle salle, mais pour Léa et Kaël, c'était personnel. Ce n'était pas là pour le spectacle. C'était là parce que c'était réel. C'était le début de quelque chose que personne d'autre ne pouvait entièrement comprendre, mais que tout le monde respectait. L'école, autrefois perçue comme stricte et élitiste, était maintenant plus ouverte, chaleureuse et humaine. Les élèves riaient dans les couloirs. Les professeurs s'arrêtaient pour demander comment les enfants allaient vraiment. Des projets créatifs remplissaient les salles de classe. Musique, art, sciences, expérience. La salle de la découverte devint le centre de tout. Les enfants allaient et venaient toute la journée, travaillant avec les couleurs, les textures et la lumière. Armand pouvait y être trouvé aussi, généralement assis par terre pendant les sessions de lecture ou aidant à peindre avec les plus jeunes. Il n'était plus l'homme occupé et distrait. Il avait complètement changé. Il riait davantage, souriait souvent et ne manquait jamais une occasion de s'asseoir à côté de Léa ou de Kaël pendant les activités de groupe. Certains jours, il lisait des histoires à voix haute à la classe. D'autres, il apportait des livres de son enfance, laissant les enfants explorer des choses en dehors du programme scolaire habituel. Personne ne le voyait plus comme un simple milliardaire. Il faisait partie de l'école, pleinement présent, pleinement impliqué. Pour lui, cet endroit n'était plus seulement une institution. C'était devenu bien plus. Un foyer, une seconde chance, une famille. Tous les jours n'étaient pas faciles. Il y avait encore des moments difficiles. Des moments où la vue de Léa devenait floue, ou quand de vieilles peurs se faufilaient. Mais pendant ces moments, elle n'était jamais seule. Kaël remarquait toujours quand quelque chose n'allait pas. Il ne posait pas beaucoup de questions. Il n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, il s'asseyait simplement à ses côtés, silencieux mais stable. Il savait quand elle avait besoin de silence et quand elle avait besoin de mots. Un de ces jours, Léa était assise, la tête baissée, ne disant pas grand-chose. Kaël s'assit à côté d'elle sans parler. Après un moment, elle tendit la main vers la sienne et lui serra doucement la main. « Tu es mon phare, dit-elle, toujours les yeux baissés. » Kaël la regarda et répondit, « Tu es mes yeux. » Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas planifié. C'était juste honnête. C'est ainsi qu'il communiquait maintenant. Direct, simple et plein de sens. Ces moments calmes comptaient autant que les grands moments publics. Car au final, ce qui les liait n'était pas seulement ce qu'ils avaient surmonté. C'était ce qu'ils continuaient à affronter côte à côte. Leur histoire se répandit bien au-delà de l'école, mais à l'intérieur de ses murs, elle était protégée. Les professeurs l'utilisaient comme un outil pédagogique, pas comme un titre de journal. Les nouveaux élèves entendaient parler de Léa et de Kaël, non pas pour les impressionner, mais pour les aider à se sentir assez courageux pour être eux-mêmes. Un projet de classe consistait à écrire des lettres à quelqu'un qui ce qu'ils avaient vécu ensemble avait changé bien plus qu'une école, cela avait changé des vies. L'expérience les avait aidés à voir le monde autrement, avec des yeux neufs et un cœur plus grand. Beaucoup d'élèves écrivirent à leurs parents, certains à leurs frères et sœurs, d'autres encore confièrent leurs lettres directement à Kaël. L'un d'eux, un petit garçon timide, avait simplement écrit « Merci d'avoir montré que n'importe qui peut être un héros ». Kaël ne dit pas grand-chose en les lisant. Il se contenta de sourire, rangeant chaque mot soigneusement dans une petite boîte sous son lit, comme on garde des trésors. Léa, de son côté, continua à dessiner. Ses nouveaux tableaux débordaient de couleurs et de détails. Elle se laissait guider par ses souvenirs de sensations. Le vert est paisible, disait-elle. Le rouge est rapide. Chaque dessin devenait un chapitre de plus dans son histoire, un pont entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle voulait partager. Kaël l'aidait à les étiqueter, tandis qu'Armand se chargeait de les accrocher autour de l'école. Peu à peu, les murs autrefois vides s'étaient remplis de lumière, d'art et de vie.
L'école était devenue le reflet tangible de la transformation, un lieu où la douleur avait laissé place à la beauté, et la peur à la fierté. À travers tout cela, Kael était resté lui-même. Calme, observateur, ancré. Mais désormais, les autres le voyaient vraiment. Il n'était plus invisible. On lui faisait confiance, on le respectait, on comptait sur lui. Non seulement Léa et Armand, mais toute l'école. Il continuait de nettoyer quand c'était nécessaire, de s'asseoir par terre pour aider les plus jeunes, mais il le faisait désormais la tête haute. Le seau qu'il portait autrefois avec honte était devenu un symbole de courage. Chaque après-midi, Léa revenait dans la salle de la découverte. Ils s'asseyaient ensemble près de la fenêtre, parlant encore et toujours des couleurs, de la lumière, du monde tel qu'ils le percevaient. Rien n'était forcé, rien n'était exagéré. C'était juste vrai. Et un jour, dans la lumière tranquille d'un après-midi d'automne, alors qu'il contemplait son dessin désormais encadré sur le mur de la salle Kael, il posa la main sur le rebord de la fenêtre et dit doucement. « C'est toujours nous. » Léa sourit, ses yeux brillants. Pour toujours. Leur histoire n'avait pas pris fin. Elle avait simplement trouvé un rythme paisible, libéré de la peur, nourri par la compréhension, la tendresse, et ce miracle silencieux, celui de vraiment voir quelqu'un. Cette histoire n'était pas née de la médecine, ni du hasard. Elle était née de la vérité, du courage, et du regard attentif d'un garçon dont personne n'attendait rien. Tout avait commencé avec du savon, un peu de bravoure, et un enfant qui avait osé voir ce que les puissants avaient choisi d'ignorer.